Elle m'a écrit, je suis chez ma mère. Le signal est mauvais ici. Sa mère était assise juste à côté de moi, à notre table à manger. J'ai répondu par texto, DISLUI que je lui passe le bonjour. Puis, j'ai montré à sa mère le partage de position en temps réel sur mon écran, et c'est là que tout s'est arrêté. J'ai 36 ans, et je suis marié depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés vers le milieu de la vingtaine, lors de la fête d'un ami commun. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, puis nous nous sommes mariés à l'hôtel de ville, en présence uniquement de la famille proche. C'était un mariage simple, sans rien de fastueux. Elle travaille aux ressources humaines pour une entreprise technologique. Moi, je suis dans la gestion de chantier. Comme tous les couples, nous avons eu des hauts et des bas, mais je pensais que nous étions solides. Je pensais que nous étions honnêtes l'un envers l'autre. Il y a environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Au début, c'était de petites choses. Elle passait plus de temps sur son téléphone, et souriait en recevant des messages qu'elle ne partageait pas. Quand je lui demandais avec qui elle discutait, elle répondait, juste le travail. Ou encore, juste un ami de la fac. Pourquoi pas, me disais-je. Tout le monde a droit à son jardin secret. Puis, les soirées tardives au bureau ont commencé. 2 ou 3 fois par semaine, elle m'envoyait un message pour dire qu'elle devait rester tard pour un projet. Je ne l'ai jamais remis en question, car son travail peut être exigeant, surtout pendant la saison des évaluations ou lors des périodes de recrutement. Je lui gardais son dîner, et je l'attendais quand elle rentrait, vers 21h. Ou 22h. Mais le véritable signal d'alarme a été quand elle a commencé à aller plus souvent chez sa mère. Sa mère vit à environ 40 minutes de chez nous, et elles ont toujours été proches, donc des visites hebdomadaires n'avaient rien d'inhabituel. Ce qu'il était, c'est que la fréquence est soudainement passée à 3 ou 4 fois par semaine, et elle y restait des heures. Maman a besoin d'aide pour quelques trucs à la maison, expliquait-elle. Je peux venir aider, proposais-je. Non, ça va. C'est surtout des trucs de fille. Ranger, vider les placards, ce genre de choses. Je n'ai pas insisté. Sa mère est veuve, depuis environ 5 ans. Si elle avait besoin d'aide qu'elle voulait sa fille auprès d'elle, qui étais-je pour m'en plaindre? Mais mardi dernier, tout a basculé. Sa mère m'a appelé le matin, pour me demander si je pouvais l'aider à déplacer des meubles cet après-midi-là. Des objets lourds, qu'elle ne pouvait pas manipuler seule. Bien sûr, je peux passer après le travail. Vers 18h? Parfait. Je préparerai le dîner. Tu pourras rester manger. Ça me va. Est-ce que je devrais lui dire de nous rejoindre là-bas? Il y a eu un silence. Dire à qui? À ma femme, ta fille. Oh, elle est probablement occupée par son travail. Ne t'en fais pas pour ça. Quelque chose dans son ton me semblait étrange, mais j'ai laissé couler. Je suis arrivé chez sa mère à 18h. Nous avons déplacé une commode, un vieux bureau, et réaménagé son salon. Cela a pris environ 1 heure. Ensuite, elle a insisté pour que je reste dîner. Elle avait préparé un rôti de bœuf, mon plat préféré. Nous étions assis à table, nous mangions, en parlant de choses normales, la météo, les potins du quartier, mon dernier projet au boulot. Vers 19h30, mon téléphone a vibré. Un message de ma femme. Coucou chérie, je suis chez maman. Le signal est mauvais ici. Je risque de rentrer tard. Ne m'attends pas. J'ai fixé le message, je l'ai lu 2 fois. Sa mère était littéralement assise en face de moi, en train de mâcher son rôti. J'ai levé les yeux vers elle. Elle me regardait, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Tout va bien, a-t-elle demandé. J'ai tourné mon téléphone, pour lui montrer le message. Son visage est devenu livide.
Elle a posé sa fourchette, lentement. Qu'est-ce qui est écrit? Ça. Dit qu'elle est ici, chez toi. Ça dit que le signal est mauvais. Sa mère a regardé autour d'elle, dans sa salle à manger, comme si elle vérifiait qu'elle n'avait pas, par miracle, manqué la présence de sa fille. Elle n'est pas ici. Je sais. Elle t'a dit qu'elle était ici? Oui. Nous sommes restés assis en silence, un moment. J'entendais l'horloge faire tic-tac dans le couloir. Combien de fois te dit-elle qu'elle est ici, a demandé sa mère, à voix basse. 3 ou 4 fois par semaine, depuis quelques mois. Sa mère a fermé les yeux. Oh, mon chéri. J'ai répondu par message, dis-lui que je lui passe le bonjour. Puis, j'ai ouvert notre partage de position. Nous l'avions configuré il y a des années par sécurité. Pour toujours savoir où l'autre se trouvait. J'ai affiché sa position actuelle. Elle n'était pas chez sa mère. Elle n'était nulle part à proximité de chez sa mère. Elle était à l'autre bout de la ville, à une adresse que je ne reconnaissais pas. J'ai montré l'écran à sa mère. Elle l'a regardé pendant un long moment. Tu sais où c'est? Non. Tu veux aller voir? Oui, vraiment. Sa mère s'est levée. Je viens avec toi. Première mise à jour. Nous avons pris mon pick-up. Sa mère n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet, elle me donnait juste des directions quand j'en avais besoin. 40 minutes de route à travers la ville, vers un quartier où je n'étais jamais allé. Un bel endroit, un lotissement récent, avec des maisons de Vilva. Des appartements. Le GPS nous a menés à un complexe de maisons mitoyennes. Son point de localisation était immobile, depuis plus d'1 heure selon l'historique. C'est celle-là, a dit sa mère, en désignant une unité avec les fenêtres allumées. Celle avec la voiture noire dans l'allée. J'ai reconnu la voiture. Noire. Elle appartenait à un gars de sa boîte. Je l'avais rencontré une fois. Lors d'une soirée de travail, il y a environ 1 an. Elle me l'avait présenté. Comme son collègue. Ils travaillaient sur quelques projets ensemble. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. Je suis resté assis là 1 minute, essayant de décider quoi faire. Tu veux que j'aille frapper, a demandé sa mère. Non, j'y vais. Tu es sûr? Oui. Je suis descendu, et j'ai marché jusqu'à la porte. Sa mère m'a suivi, malgré ce que j'avais dit. Je suppose qu'elle voulait aller jusqu'au bout. J'ai frappé. J'ai attendu. La porte s'est ouverte. Le gars de la soirée de travail était là. Une bière à la main, en vêtements décontractés. Son visage est passé de l'amical, à la confusion, puis au choc, en environ 2 secondes. Salut, ai-je dit, est-ce que ma femme est là? Il a commencé à dire quelque chose, s'est arrêté, a recommencé. Je ne. Sa voiture est dans ton allée. Son téléphone dit qu'elle est dans ta maison. Alors, je te demande encore une fois, est-ce que ma femme est là? Il a reculé. Derrière lui, je pouvais voir le salon. Elle était là, assise sur le canapé, un verre de vin à la main. Elle m'a vu, et elle s'est figée. Salut, lui ai-je dit. Mauvais signal chez ta mère, hein. Elle s'est levée brusquement, manquant de faire tomber son verre. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta mère avait besoin d'aide pour déplacer des meubles. Elle m'a invité à dîner. Je me suis écarté, pour qu'elle puisse voir sa mère, debout derrière moi sur le porche. C'est drôle, elle a été très surprise quand tu m'as envoyé un message, disant que tu étais chez elle. Ma femme a regardé sa mère. Sa mère a soutenu son regard, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Déçu, en colère, triste, tout cela à la fois. Maman, je peux expliquer. Je ne veux
Pas l'entendre pour l'instant, a dit sa mère calmement. Prends tes affaires. Tu viens avec nous. Je ne. Prends tes affaires, ou je te sors moi-même. De cette maison par le bras. Il y avait quelque chose dans la voix de sa mère, qui a mis fin à toute discussion. Ma femme a pris son sac, son téléphone, n'a rien dit au gars, et est sortie en passant devant nous pour aller vers mon pick-up. Le gars a commencé à dire quelque chose. Écoute, je ne savais pas. Si, tu savais, ai-je dit. Tu m'as rencontré à la fête de l'entreprise. L'année dernière. Tu savais qu'elle était mariée. Je suis désolé. Garde tes excuses. Je suis retourné au camion, je suis monté. Sa mère s'est installée sur le siège passager. Ma femme était déjà à l'arrière. Personne n'a parlé pendant les 10 premières minutes du trajet. Deuxième mise à jour. Finalement, sa mère s'est retournée. Depuis combien de temps? Ma femme pleurait. 6 mois. 6 mois, a répété sa mère. Tu nous as menti à tous les deux pendant 6 mois. Je ne voulais pas que ça arrive. Je me fiche de ce que tu voulais. Tu l'as fait quand même. On ne faisait que discuter, au début. Ce n'était pas, arrête, ai-je dit. Ne fais pas ça. Ne minimise pas. Je ne. Tu m'as menti pendant 6 mois. 3 ou 4 fois par semaine, tu me disais que tu étais chez ta mère, en utilisant ta mère comme alibi. Est-ce que tu réalises à quel point c'est tordu? Elle n'a pas répondu, elle a juste pleuré plus fort. Et les soirées tardives? Au travail? C'était lui aussi? Certaines. Pas toutes. Seigneur Dieu. Sa mère s'est retournée. Ramène-moi d'abord chez moi, ensuite vous deux, vous réglerez ça. J'ai déposé sa mère chez elle. Elle est descendue, puis s'est penchée par la fenêtre du passager. Tu m'appelles demain. On doit parler. D'accord? Maman. Pas toi, a dit sa mère, en me regardant. C'est toi, qui m'appelle. Je veux m'assurer que tu vas bien. Je le ferai. Elle est entrée. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Ma femme a pleuré sur le siège arrière tout le long du trajet. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle a essayé de parler. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, juste? Non. J'ai besoin de réfléchir. Tu dormiras dans la chambre d'amis ce soir. S'il te plaît, ne me rejette pas. Tu n'as rien à me demander pour l'instant. Chambre d'amis. Maintenant. Elle y est. Allez. J'ai verrouillé la porte de notre chambre, je me suis assis sur le lit. Et j'ai essayé de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré vers minuit. Un message d'elle. Je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien. Mais je suis vraiment désolé. Je n'ai pas répondu. Troisième mise à jour. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, et je me suis préparé pour le travail comme d'habitude. Elle était déjà dans la cuisine quand je suis descendu. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. On peut parler? A-t-elle demandé. Pas maintenant. Je dois aller au boulot. Quand alors? Je ne sais pas. Quand je serai prêt. Est-ce que tu vas divorcer? Je me suis arrêté, je l'ai regardé. Je ne sais pas. Peut-être. Probablement. Je n'ai pas encore décidé. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur. Mais nous pouvons surmonter ça. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Ça, c'était 6 mois de mensonges délibérés. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix que tu as fait, encore et encore. Je sais. Ah bon? Parce que tu essaies déjà de minimiser. Tu appelles ça une erreur, comme si c'était arrivé une seule fois. Ce n'était pas le cas.
Tu as construit une vie entière, parallèle, en utilisant ta mère comme couverture. C'était calculé. Elle s'est remise à pleurer. Je suis parti. Au travail, je ne pouvais pas me concentrer. Mon équipe l'a probablement remarqué, mais personne n'a rien dit. Vers l'heure du déjeuner, sa mère a appelé. Comment ça va? Je gère. Vous avez parlé? Une brève conversation ce matin. Elle veut sauver notre couple. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux revenir à hier, quand j'avais encore confiance en elle. Sa mère a soupiré. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle m'utilisait comme ça. Si j'avais su. Ce n'est pas ta faute. C'est ma fille. Je l'ai mieux élevée que ça. Les gens font leur propre choix. As-tu pensé à ce que tu vas faire? Pas vraiment. Ça fait seulement 12 heures. J'essaie encore de réaliser. Tu sais que tu ne lui dois rien, n'est-ce pas? Si tu veux partir, tu peux partir. Personne ne te blâmera. Je sais. Mais si tu veux essayer de réparer, je te soutiendrai aussi. Quel que soit ton choix, je suis de ton côté. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. C'est sincère. Tu fais partie de la famille. Tu le seras toujours, peu importe ce qui se passe avec elle. Nous avons parlé. Encore quelques minutes, puis j'ai dû retourner travailler. J'ai passé le reste de la journée dans le brouillard. Quand je suis rentré ce soir-là, elle avait préparé le dîner. Elle avait mis la table, ouvert du vin, là. Total. Je pensais qu'on pourrait manger ensemble, a-t-elle dit, et discuter. Je n'ai pas faim. S'il te plaît, reste assis avec moi quelques minutes. Je me suis assis. Je n'ai pas touché à la nourriture. J'ai rompu. A-t-elle dit. Je l'ai appelé ce matin, je lui ai dit que c'était fini, que c'était une erreur. Il a compris. C'est bien pour toi. Je veux réparer. Ça. Je veux nous sauver. Je ne sais pas si c'est possible. Laisse-moi essayer, s'il te plaît. Pourquoi le ferais-je? Parce que 8 ans, ça devrait compter pour quelque chose. Parce qu'on a construit une vie ensemble. Parce que je t'aime. Est-ce que tu m'aimais quand tu me mentais? Quand tu étais chez lui pendant que je mangeais un dîner réchauffé tout seul? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. 4e mise à jour. Durant la semaine suivante, nous avons cohabité dans la même maison, mais nous nous parlions à peine. Elle essayait d'engager la conversation. Je coupais court. Je dormais dans la chambre d'amis, je passais plus de temps au travail, j'évitais d'être à la maison. Sa mère m'appelait tous les 2 ou 3 jours pour prendre des nouvelles. Nous discutions un moment. Et honnêtement, ces conversations étaient la seule chose qui me permettait de garder la tête froide. As-tu pensé à une thérapie? A-t-elle demandé un jour. Je ne sais pas si. Je veux sauver ce mariage. C'est compréhensible. Mais même si tu ne le veux pas, une thérapie pourrait t'aider à tout digérer. À comprendre ce que tu veux faire ensuite. Peut-être. Je lui ai parlé hier. Elle est dans un sale état. Tant mieux. Je sais que tu es en colère. Je suis plus qu'en colère. Je suis. Je ne sais même pas ce que je suis. Trahi, humilié, et stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt. Tu n'es pas stupide. Tu lui as fait confiance. Ce n'est pas stupide. C'est ce qu'on est censé faire dans un mariage. Et regarde où ça m'a mené. 10 jours après avoir tout découvert, je suis rentré et j'ai trouvé sa mère dans mon salon. Ma femme l'avait apparemment appelé, pour lui demander de venir. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Elle veut nous parler à tous les deux, a dit sa mère, ensemble.
Ma femme est sortie de la cuisine. Elle avait encore pleuré, elle avait une mine affreuse. Je dois dire quelque chose. A-t-elle commencé, à vous deux. Et j'ai besoin que vous m'écoutiez. D'accord? Je me suis assis sur le canapé. Sa mère s'est assise à côté de moi. Ma femme se tenait devant nous, se tordant les mains. Je sais que j'ai dit que j'étais désolé, mais je ne pense pas que vous compreniez à quel point je le suis. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je vous ai menti à tous les deux. J'ai trahi la confiance des deux personnes qui comptent le plus pour moi au monde. Elle a fait une pause, a pris une inspiration. J'ai essayé de comprendre pourquoi je l'avais fait. Pourquoi j'ai tout risqué pour. Pourquoi? Un gars du boulot? Et je pense que c'est parce que je me sentais invisible dans notre mariage, dans mon travail, dans ma vie. J'avais l'impression de n'être qu'un automate. Et puis ce gars a fait attention à moi, il m'a donné l'impression d'exister, et je me suis accroché à ça. Ce n'est pas une excuse, ai-je dit. Je sais. Ce n'en est pas une. C'est juste une explication. Et de toute façon, ça n'a pas d'importance, car ce que j'ai fait était mal, peu importe la raison. Alors, pourquoi nous dis-tu ça? A demandé sa mère. Parce que je veux que vous compreniez que ce n'était pas. Parce que l'un de vous n'était pas suffisant. C'était parce que j'étais brisé. D'une manière que je n'avais pas reconnue, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, ai-je répété. Il est trop tard parce que tu t'es fait prendre. Si je n'avais pas été chez ta mère ce soir-là, si je n'avais pas vu ce message, tu serais encore en train de me mentir en ce moment. Peut-être. Probablement. Je ne sais pas. Ce n'est pas rassurant. Je sais. Nous sommes restés en silence une minute, puis sa mère a pris la parole. Je t'aime. A-t-elle dit à ma femme. Tu es ma fille et je t'aimerai toujours. Mais j'ai honte de toi, en ce moment. Ce que tu lui as fait, ce que tu m'as fait, en m'utilisant comme couverture pour ton aventure. Ce n'est pas la personne que j'ai élevée. Ce n'est pas la personne que je pensais que tu étais. Ma femme a éclaté en sanglots. Je sais, maman. Je sais. Je ne sais pas si vous deux pouvez réparer ça. Je ne sais même pas si vous devriez essayer. Mais ce que je sais, c'est que si vous voulez avancer, ensemble ou séparément, vous devez tous les deux être honnêtes sur ce que vous voulez. Elle s'est levée, et m'a regardé. Tu es un homme bien. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Quel que soit ton choix, je te soutiendrai. Puis elle est partie. Elle est simplement sortie. Elle nous a laissés là, ensemble. 5e mise à jour. Cette nuit-là, nous avons enfin parlé. Vraiment parlé. Pour la première fois depuis la découverte. Est-ce que tu l'aimes, ai-je demandé. Non. Je ne l'aimais même pas tant que ça. Il était juste disponible, attentionné, et différent de notre routine. Donc, je t'ennuyais? Non. Ce n'est pas ce que je dis. Je m'ennuyais avec moi-même. Je me sentais coincé. Dans ma propre vie, et au lieu de t'en parler, au lieu d'essayer de réparer les choses entre nous, j'ai cherché une échappatoire. Et tu en as trouvé une. Oui. Pendant 6 mois. Oui. Et tu aurais continué si je ne t'avais pas surprise. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Je pense qu'on devrait se séparer, ai-je dit. Pas divorcer tout de suite. Mais se séparer. Donne-moi de l'espace pour voir si c'est quelque chose que je pourrais un jour surmonter. D'accord. Tu peux rester chez ta mère un moment, ou prendre ton propre appartement. Je m'en fiche, mais je veux que tu quittes cette maison. D'accord. Et je veux avoir accès à ton téléphone. Un accès total. Si on a la moindre chance de reconstruire une confiance, tu ne peux plus avoir de secret. D'accord. Et une thérapie. Tu as besoin
d'une thérapie individuelle, j'en ai besoin aussi, et si nous décidons d'essayer de travailler là-dessus, nous ferons une thérapie de couple. D'accord. Arrête de dire d'accord comme si c'était facile. Rien de tout ça n'est facile. Ça va être dur, douloureux, et peut-être que ça ne marchera même pas à la fin. Je sais. Mais je ferai tout ce qu'il faudra. On verra. Elle a déménagé 2 jours plus tard. Elle a emballé ses affaires, la plupart du moins, et est allée s'installer chez sa mère. J'ai changé les serrures, changé les mots de passe. Changé tout ce que j'avais besoin de changer. La maison semblait vide, mais elle semblait aussi paisible, d'une manière qu'elle ne l'avait plus été depuis des mois. Dernière mise à jour. Cela fait 4 mois depuis cette nuit-là. 4 mois de thérapie. La sienne, la mienne, et finalement la nôtre. 4 mois de conversation. Difficile, de confiance brisée, à essayer de comprendre s'il reste quelque chose qui vaut la peine d'être sauvée. La réponse à laquelle je suis parvenu est la suivante, je ne sais pas encore. Elle a fait tout ce que j'ai demandé. Accès total au téléphone, thérapie 2 fois par semaine, honnêteté complète sur l'endroit où elle se trouve et avec qui elle est. Elle a quitté son emploi, en a trouvé un nouveau dans une autre entreprise pour ne pas avoir à le voir tous les jours. Elle fait des efforts. Elle essaie sincèrement de se racheter. Mais voici ce que personne ne vous dit. Sur l'infidélité, la confiance ne revient pas simplement comme ça. On ne décide pas juste de pardonner à quelqu'un, pour que tout redevienne normal. À chaque fois qu'elle rentre tard, à chaque fois que son téléphone vibre, à chaque fois qu'elle reste vague sur ses projets, le doute revient. J'étais au supermarché. Prouve-le. Je suis allé déjeuner avec une amie. Quelle amie? Où ça? Montre-moi le ticket. Je déteste celui que je suis devenu. Je déteste le fait de tout remettre en question, de vérifier sa position constamment, de ne pas pouvoir me détendre. Quand elle n'est pas là où elle dit être. Elle le déteste aussi. Je le vois sur son visage quand je lui demande de prouver quelque chose, quand je fouille son téléphone, quand je demande des détails sur sa journée. Elle essaie d'être patiente, de comprendre que c'est la conséquence de ses choix, mais je vois la frustration monter. La semaine dernière, nous avons eu une séance avec notre thérapeute de couple. Elle nous a posé la même question à tous les deux. Voulez-vous que ce mariage survive? Ma femme a répondu immédiatement. Oui, absolument. J'ai pris plus de temps. Je voudrais avoir envie qu'il survive, mais je ne sais pas si c'est possible. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sentes que c'est possible, a demandé la thérapeute. Du temps, je suppose, et de la régularité. J'ai besoin de voir quelle est la personne qu'elle prétend être maintenant, pas la personne qu'elle a été pendant ces 6 mois. Combien de temps? Je ne sais pas. 1 an? 2 ans? Peut-être. Pour toujours. Ce n'est juste pour aucun de vous deux. Tu ne peux pas la laisser dans l'incertitude éternellement. Je sais. Mais je ne peux pas non plus me forcer à lui faire confiance avant d'être prêt. Nous avons quitté cette séance sans aucune résolution, juste avec plus de questions. Sa mère m'appelle toujours chaque semaine. Nous déjeunons parfois. Juste tous les deux. Elle me dit qu'elle est fière de moi pour avoir essayé. Mais elle me dit aussi que je n'ai pas à essayer si je n'en ai plus l'envie. Tu lui as donné 8 ans de fidélité et d'honnêteté, a-t-elle dit la dernière fois. Elle t'a donné 6 mois de mensonges. Tu ne lui dois plus rien. Mais. Et si on peut réparer? Et si vous ne pouvez pas? Combien d'années veux-tu encore passer à te demander si elle dit la vérité? Je n'ai pas de réponse à ça. Ma femme m'a demandé hier soir si nous pouvions dîner ensemble, chez nous, dans notre maison. Elle vit maintenant dans son propre appartement. Elle a trouvé un endroit à environ 20 minutes, après un mois chez sa mère. Juste un dîner, a-t-elle dit.
Pas de pression, pas d'attente, juste partager un repas. J'ai accepté. Elle est venue, a apporté les courses, et a cuisiné dans notre cuisine comme elle le faisait avant. Nous avons mangé à table, parlé de choses neutres, le travail, la météo, un film qu'elle avait vu. C'était presque normal. Après le dîner, elle a aidé à débarrasser. Nous étions près de l'évier ensemble, à faire la vaisselle, et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'on pourrait peut-être revenir à quelque chose qui ressemble à notre ancienne vie. Puis, son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle est allée vérifier. Et j'ai ressenti cette pointe d'anxiété familière. Qui lui écrit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cache encore? Elle a vu mon visage, a vu ma suspicion, et ses épaules se sont affaissées. C'est ma mère qui demande si le dîner s'est bien passé. Elle m'a montré le téléphone. C'était bien sa mère. Je suis désolé, ai-je dit. Je sais. C'est pas grave. Mais c'est grave. C'est là le problème. Ça ne sera peut-être plus jamais, pas grave. J'ai 36 ans, je suis séparé de ma femme, et j'essaie de comprendre si je reste dans ce mariage parce que je le veux, ou parce que j'ai peur de ce qui se passera si je pars. Si je ne peux pas lui faire confiance, est-ce que ces remords comptent vraiment? Est-ce que le fait qu'elle essaie change quelque chose? Est-ce que le fait que je l'aime encore, quelque part sous toute cette douleur et cette colère, a une importance? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ce que je sais, c'est que la confiance, une fois brisée, ne cicatrise jamais proprement. Elle guérit de travers, avec des cicatrices qui font mal quand le temps change. Et je commence à penser que peut-être, certaines choses, une fois brisées, ne sont pas destinées à être réparées. Peut-être qu'elles sont juste là pour t'apprendre ce que tu n'accepteras plus la prochaine fois. Mais je n'en suis pas encore là. Pas tout à fait prêt à prendre cette décision finale. Alors pour l'instant, j'existe simplement dans cet entre-deux, entre marié et divorcé. Entre essayer et abandonner, entre l'amour et l'instinct de préservation. Peut-être que c'est ça, la réponse sur laquelle je finirai par tomber, que parfois, on peut aimer quelqu'un et choisir quand même de partir. Que rester n'est pas toujours un signe de force, et partir n'est pas toujours une faiblesse. Ou peut-être qu'on trouvera une solution. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je regarderai en arrière et je verrai que ce n'était que le passage difficile au milieu de notre histoire, et non la fin. Je ne sais pas. Et cette incertitude est probablement la chose la plus honnête que je puisse dire sur tout ça.